Tout d'un coup, les banques n'ont plus prêté. Tout d'un coup, le crédit s'est asséché. Ça, c'est une explication qui n'explique rien du tout. Pourquoi il n'y a plus de crédit? Pourquoi tout d'un coup, il n'y a plus de crédit? Et ça, c'est une erreur théorique qu'ils font. Marx expliquait déjà, en son temps, que la crise du crédit est elle-même une conséquence d'une crise de l'économie réelle. S'il y a une crise dans l'économie réelle, ça se reflète inévitablement dans une crise du crédit, qui elle-même, c'est vrai, devient ensuite, de conséquence, devient cause. Et il est vrai que la crise du crédit aggrave la crise dans l'économie réelle, aggrave la crise dans la production. Un autre argument, parfaitement fallacieux, c'est celui de la confiance. Alors là, la confiance a disparu. Tout d'un coup, les gens n'ont plus confiance. Mais là aussi, la confiance, c'est pas un truc qui tombe du ciel, comme ça, qui se balade dans les airs sans base matérielle. Quand il y a de la croissance, quand il y a du pouvoir d'achat, quand les capitalistes font des progrès, quand les travailleurs ont un salaire, ont un emploi, il y a de la confiance, naturellement, parce qu'il y a les bases matérielles, économiques pour la confiance. Mais quand tout ça commence à vaciller, quand les profits diminuent, quand le chômage augmente, alors la confiance, bien évidemment, disparaît. La confiance a une base matérielle, objective, économique. Et ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Une autre idiotie qu'on entendait, et là on va l'entendre de moins en moins, c'est « Mais vous inquiétez pas, la crise sera confinée aux États-Unis. Ça ne va pas traverser les mers, ce sera une crise américaine, et ne vous inquiétez pas, l'Europe est protégée, on a notre marché intérieur, on a nos exportations, tout ira pour le mieux. » Alors c'est amusant, parce que ces gens, les mêmes qui nous disent ça, ce sont des gens qui nous ont expliqué sur tous les tons ce qu'ils croyaient avoir inventé, la mondialisation, qui n'est pas une invention récente. La mondialisation est un fait qui avait été constaté et théorisé et anticipé par Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste, si vous ouvrez cet ouvrage. Alors, quand il y a de la croissance, on nous expliquait qu'il y avait la mondialisation ferait que tout le monde en profitait, mais quand il y a crise, par contre, tout d'un coup, il n'y a plus de mondialisation et puis les économies ne seraient plus dépendantes les unes des autres. C'est absurde. Et évidemment que la crise, partie des États-Unis, pas uniquement d'ailleurs, mais les États-Unis, c'est la première puissance mondiale, et quand il se passe quelque chose de si grave aux États-Unis, il y a forcément des répercussions internationales. Tous les pays, il n'y a pas une seule région du monde, sans parler du tiers-monde, qui va énormément souffrir de cette crise. Il n'y a pas une seule région du monde qui peut échapper aux conséquences d'une crise de cet ordre. Alors, quelle est la cause de cette crise si on met de côté ces explications qui n'en sont pas, et ces arguments qui sont faux? Eh bien, les causes fondamentales de cette crise est une crise classique de surproduction, telle que Marx l'a expliqué. On a expliqué les causes et les mécanismes dans Le Capital et dans d'autres écrits économiques. C'est une crise de la demande. Il n'y a pas assez de demande. Les capitalistes, tout simplement, ne vendent plus suffisamment de marchandises. Il n'y a plus de marché pour absorber les marchandises. C'est une crise classique de surproduction. À un certain stade, ce n'est pas une réunion sur la théorie économique de Marx, mais très rapidement, ce que Marx expliquait, c'est que les salariés, dans le processus d'échange entre le salaire que reçoivent les salariés et le travail qu'ils fournissent aux capitalistes, le salarié ne reçoit qu'une partie des richesses qu'il a créées. Il ne reçoit qu'une fraction des richesses créées, ce qui fait que de façon cyclique, les travailleurs ne peuvent pas racheter la totalité de ce qu'ils ont produit. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas le pouvoir d'achat sous la forme du salaire pour racheter ce qu'ils ont eux-mêmes produit. Et cette fraction, les profits viennent précisément de ça, de cette partie de ce que Marx appelait le travail impayé de la classe ouvrière. Et donc ça combiné à l'anarchie du système capitaliste, au fait que tous les capitalistes se tirent la bourre, ils investissent, etc., sans se préoccuper de savoir s'il va y avoir une demande, un marché pour absorber ce qu'ils vont produire, de façon cyclique, il y a une crise de surproduction. Il y a trop de marchandises, trop de richesses créées, trop de produits créés, par rapport à la solvabilité, à la demande de la classe ouvrière. Et ça, les mécanismes de cette crise n'ont rien de surprenant. Cette crise elle-même n'a rien de surprenant. Je dois dire que Larry Post avait non seulement anticipé cette crise, au moment où tout le monde disait qu'il n'y aurait plus de crise, que ça irait bien. Non seulement Larry Post l'avait anticipé, mais nous avions anticipé, dans une large mesure, les mécanismes de cette crise. Alors, comment est-ce que les capitalistes peuvent résoudre une crise comme celle-là? Ben, s'il y a surproduction, s'il y a trop de richesses, trop de marchandises, il faut détruire des moyens de production. Et c'est toujours ce qu'ils font. Vous fermez les usines, vous licenciez les gens, et comme ça, vous saignez en quelque sorte la capacité productive du pays pour que,
au terme d'une certaine période, parce qu'ils maîtrisent mal le processus, et je ne peux pas, personne ne sait combien de temps ça va durer. On est peut-être parti, c'est pas du tout exclu, sur une crise du type dépression des années 30, c'est absolument pas exclu. Je ne peux pas dire si ça va reprendre l'année prochaine. Les capitalistes, ils sont comme d'habitude, dès que ça frétille un tout petit peu dans les bourses ou ailleurs, disent ah, ça y est, c'est la fin de la crise. On va sortir les premiers rayons de lumière sur l'économie mondiale. Mais ça, ils ont toujours dit ça. Chaque fois, en 29, dans les années qui ont suivi 29, ils voyaient toujours la fin de la crise. Et la réalité, c'est que la crise de 29, la dépression des années 30, ne s'est terminée qu'avec le début de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'est pas du tout exclu que nous soyons dans une période de ce type. Nous soyons entrés dans une crise de cette gravité. Pourquoi est-elle si grave, cette crise? L'un des éléments de la chose, Marx expliquait que l'un des moyens pour les capitalistes de repousser une crise, de retarder, si vous voulez, une crise, c'était le crédit. Parce que qu'est-ce que c'est le crédit? Le crédit, et on sait que le crédit a été massivement utilisé aux États-Unis, en Europe et ailleurs, c'est une façon de stimuler artificiellement la demande et de repousser artificiellement les limites du marché. Parce que vous êtes en train d'injecter dans l'économie des richesses qui n'ont pas été créées, qui ne correspondent pas à des richesses réelles. Aux États-Unis, on était arrivé à la situation où l'endettement des ménages, l'Américain moyen, en moyenne, un Américain était endetté à hauteur de 1 an et demi de son salaire annuel. Okay, c'est-à-dire, il avait déjà consommé d'avance 1 an et demi de salaire. Et ça, ça ne peut pas tenir. Vous avez l'endettement des entreprises, l'endettement des États. Et le problème avec les dettes, c'est que si vous en avez eu, tout le monde le sait, à un moment donné, c'est très bien, on consomme, on achète une télévision, on achète une voiture, on peut même s'acheter une maison, sauf qu'à un moment donné, il faut rembourser, il faut payer la dette avec les intérêts. Et par conséquent, cette bulle spéculative, cette bulle du crédit qui s'est accumulée dans les entrailles de l'économie mondiale, elle devait éclater, inévitablement. Le principe de réalité, comme on dit, devait s'affirmer, et quelque part, plus cette bulle était grande, plus grands sont les dégâts lorsque ça éclate, c'est ce à quoi nous assistons. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire là, Obama, Sarkozy, Merkel, etc. Ils essayent, en versant des milliards dans les coffres des grandes banques et des grandes industries, ils essayent en quelque sorte de réinsuffler, de réalimenter cette bulle. En se disant, mais si on verse des milliards et des milliards dans les banques, ils vont peut-être se remettre à prêter. Parce que le crédit, c'est comme l'oxygène dans l'économie. Si les banques ne prêtent plus, ne se prêtent plus entre elles, ne prêtent plus aux entreprises, il n'y a plus rien qui tourne. Parce qu'on va donner des milliards, on va assurer les emprunts et on va voir, ça va peut-être partir. Ça ne marche pas. Les grandes banques, elles encaissent les milliards, ils se versent des bonus au passage, c'est bien, mais ils ne prêtent pas. Ils ne prêtent pas parce que là aussi c'est une erreur, c'est pas un problème de crédit, c'est un problème d'économie réelle. Si ils n'ont pas confiance dans le marché, s'il n'y a pas de marché, et si surtout ils ne savent pas quelle est la valeur des banques, combien il y a de capital fictif, comme on dit, de capital pourri dans les différentes banques, personne n'a une idée de combien il y a de capitaux fictifs dans l'économie mondiale. Ils n'ont pas confiance, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont avoir le retour sur leur prêt. Et par conséquent, ça ne marche pas. Donc cette situation place la situation générale que je viens de décrire place le mouvement ouvrier, français mais aussi international, devant d'énormes responsabilités. Face aux attaques que subit la classe ouvrière, face à la détérioration accélérée des conditions de travail de la masse de la population, il faut un programme, une stratégie correcte pour le mouvement communiste, pour le mouvement syndical. Mais je dirais une chose d'abord, c'est que cette situation, cette crise, elle intervient alors que nous avons vécu une période déjà, pendant ces 10-20 dernières années, de remise en cause de nos droits, de nos conditions de travail. C'est-à-dire, depuis 20 ans en France par exemple, on est allé de contre-réforme en contre-réforme, des privatisations massives, notamment, il faut le dire malheureusement, sous le gouvernement Jospin, la précarisation du travail, l'explosion de l'intérim, l'explosion des CDD et des emplois partiels forcés, une paupérisation croissante de la société. C'est-à-dire que cette crise n'intervient pas alors que tout allait bien. Cette crise intervient alors que déjà un ras-le-bol s'était accumulé sous la surface de la société, suite à toute une série de contre-réformes, d'attaques contre la classe ouvrière et la jeunesse.